Coffla, Bonjour. vous êtes l'avocat de l'Association des Amis de la Terre et c'est vous qui êtes parvenu à faire condamner la France pour dépassement répété des normes européennes d'émissions de particules fines. C'est le Conseil d'État qui nous pointe du doigt. On parle de beaucoup de zones, on parle surtout des villes, on parle de Paris, Grenoble, Marseille, Nice, Toulon, Montpellier, ça fait beaucoup. Hein. Oui, tout à fait. C'est évidemment une grande victoire. Nous sommes très contents de constater hier, avec la décision donc, du Conseil d'État, que effectivement nous avons été suivis dans notre quête, puisque nous avons démontré au Conseil d'État. Et c'était pas la première fois que vous le démontriez, mais c'est la première fois que vous avez raison pour le coup. C'est ça, exactement. Effectivement, c'était un recours cette fois au niveau national, puisque nous avions été déboutés au niveau parisien, ce qui pour nous évidemment était totalement insatisfaisant dans la mesure où ça n'était pas conforme à la jurisprudence de l'Union européenne, qui datait de 2014 et qui était donc déjà applicable au moment de notre rejet en 2015. Et effectivement, là, c'est une grande satisfaction de voir que le Conseil d'État a vraiment fait application de la jurisprudence européenne et a vraiment tiré les conséquences de ces dépassements permanents dans la plupart des agglomérations françaises. Mais alors, pardon de vous poser la question, mais comment on fait pour que ce soit pas un coup d'épée dans l'eau en fait? Alors, tout d'abord... c'est pas coercitif ce que dit le Conseil d'État? Si, absolument, bien sûr que si, c'est coercitif, puisque c'est une injonction juridictionnelle. C'est-à-dire que, comme nous sommes dans un état de droit, on a une séparation des pouvoirs, et donc la justice peut contraindre son gouvernement à prendre des mesures. Donc là, nous avons une mesure d'injonction, c'est-à-dire que le gouvernement n'a pas le choix, sauf à ce qui, effectivement, ne respecte pas l'autorité de la chose jugée, mais ce qui n'est pas vraiment concevable dans un État démocratique comme la France. Donc le gouvernement est tenu de produire des nouveaux plans et de les adresser à la Commission européenne d'ici le 31 mars 2018, ce qui est extrêmement court, eu égard au temps que prend normalement la révision ou l'élaboration de ces plans. Donc ça veut dire que juridiquement, normalement, le gouvernement doit arriver en disant: ok, très bien. Donc à partir de maintenant, voilà comment on va procéder pour ce qui est de la circulation alternée, pour ce qui est des choses de ce genre-là. Et ce sera efficace et mis en place à partir du 31 mai. Ça paraît très étonnant. Je le souhaite pour vous, ça paraît très étonnant. Alors, ça doit l'être. Il faut peut-être faire un point de rappel qui est important, puisque c'est ce qui est sous-entendu par votre question. Ça ne veut pas dire que les mesures doivent être effectives au 31 mars 2018. Ce à quoi a été condamné le gouvernement, c'est ce que prévoit la directive et la loi, donc telle qu'interprétée par la jurisprudence de l'Union européenne, c'est-à-dire de faire des plans qui planifie l'atteinte des objectifs. Non pas la réussite des mesures immédiatement, mais dans un délai qui soit aussi rapide que possible. Alors évidemment, on sera là pour surveiller dans quelle mesure est-ce que les objectifs sont planifiés. Mais en tout état de cause, les plans devront être faits et ces plans ne peuvent pas planifier une amélioration de la situation, mais bien une atteinte des résultats. Ça veut dire quand le Conseil d'État dit qu'il faut prendre des mesures pour que soit élaboré un plan de qualité de l'air, fermez les guillemets, ça veut dire qu'en gros, on nous demande du long terme quand on est pour l'instant dans une espèce de coup par coup au fil des pics de pollution, parce que c'est ça qui se passe dans les villes aujourd'hui en fait. Alors bien au contraire, on leur demande du court terme, c'est-à-dire que les plans ils existent déjà, mais ce que nous dénonçons et ce que nous avons démontré et ce qui est évidemment corroboré puisque c'est transparent, il y a du reporting sur les données sont ramenées à la Commission européenne, c'est pour ça qu'une procédure d'infraction d'ailleurs est ouverte avec la France, et au contraire ce sont des mesures extrêmement rapides qui effectivement ne doivent pas être immédiates puisqu'il y a une acceptabilité, etc. Néanmoins, dans un délai qui soit aussi rapide que possible, c'est-à-dire a priori moins de 5 ans, il va falloir que les mesures soient mises en place et que les résultats soient au rendez-vous. Je parlais de long terme parce que il y a des mesures qui sont prises, ça existe, y compris là à Paris par exemple, la fermeture des voies sur berge, il y a les mesures qui sont aussi annoncées par Nicolas Hulot, qui parle de la fin du diesel et qui parle de la fin de l'essence. Donc ça existe quand même. Ça veut dire que ce genre de choses, c'est pas suffisant, c'est beaucoup trop lointain, l'objectif est pas assez haut non plus. Tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut bien comprendre que la lutte contre la pollution de l'air, c'est indirectement de la lutte contre les changements climatiques, que ça implique des mesures de long terme, comme vous l'indiquez. Néanmoins, pour ce qui concerne le respect des valeurs limites, c'est-à-dire des normes de concentration qu'il ne faut pas dépasser par an, là, il faut prendre des mesures beaucoup plus urgentes, et c'est ça la spécificité de cette décision. Et il faut prendre des plans dans lesquels, dans un délai qui soit aussi rapide que possible, les mesures démontrent que ces valeurs limites ne seront plus dépassées. Et j'en profite pour rappeler une précision qui est extrêmement importante, c'est qu'en ce qui concerne les particules fines, car le gouvernement a été condamné à refaire ses plans, puisque à Paris, dans la zone de Rhône-Alpes et en Martinique, il y a encore trop de particules fines. Les seuils réglementaires sont 2 fois supérieurs aux recommandations de l'OMS. C'est-à-dire que même à supposer que l'on respecte enfin ces valeurs limites, sachant que les particules fines sont très dangereuses pour la santé, nous ne respecterons des seuils qui ne sont que 2 fois supérieurs normalement aux recommandations de l'OMS, c'est-à-dire les seuils qui normalement protègent la santé et l'environnement. Alors quelles sont les choses qui sont les plus faciles finalement à mettre en place et qui pourraient montrer une amélioration réelle? À chaque pic de pollution, par exemple, on entend cette polémique qui dit qui doit décider de la circulation alternée? Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est la préfecture? Est-ce que ça, par exemple, ça fait partie des choses qui accéléreraient éventuellement les processus? Alors, il est clair qu'agir sur le trafic automobile aurait des incidences assez importantes assez rapidement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que selon nous, le pic de pollution, enfin c'est même scientifique à vrai dire, c'est que la
face émergée de l'iceberg, puisque quand on en arrive à un pic de pollution, c'est que la pollution de fond est trop... Absolument. Donc c'est pas en agissant juste sur les pics de pollution, ça n'a, je dirais, aucun sens. Il y a une pollution de fond, et c'est d'ailleurs ça qui est rapporté. Il y a des dépassements journaliers pour certains types de polluants, comme les NO2 et les particules fines. C'est même horaire pour tout ce qui est NO2. Mais ce qui compte, c'est d'agir sur le fond. Et donc, effectivement, il va falloir, en tout cas nous, c'est ce que nous souhaiterions, agir sur le trafic automobile à travers notamment des vraies zones de circulation restreinte. Il faut arrêter. Vous regardez le projet qui est à Paris, par exemple, sur les véhicules individuels, on parle de Euro 1 et Euro 2. C'est quand même des vieilles voitures. Aujourd'hui, on en est à Euro 5 et 6. Donc, il va falloir faire des vraies, ce qu'on appelle les low emission zones en anglais, donc des zones de basse émission, des zones de circulation restreinte, comme c'est prévu dans la loi de transition énergétique. Et ça, on peut le faire depuis très longtemps. Donc, ça veut bien dire que c'est surtout un manque de volonté politique, ou en tout cas une volonté politique qui est trop progressive, qui est trop lente pour qu'on puisse vraiment parvenir au résultat. Et qui n'est pas égal d'ailleurs d'une ville à l'autre non plus, qui du coup est un peu baroque toujours, hein, si c'est très pollué à Paris mais moins pollué à Marseille et inversement. Est-ce qu'au final tout ça sert réellement à quelque chose? Est-ce que qu'est-ce qui va se passer si on ne se conforme pas en fait? Quand vous disiez que c'était coercitif, qu'est-ce qui se passe? On paye une amende? Il se passe quoi? Alors, il y a deux choses. Désormais, il va y avoir deux options. La première, effectivement, c'est qu'il y a une procédure d'infraction qui est ouverte au niveau de la commission. Donc, si les plans qui sont transmis à la commission sont toujours jugés insatisfaisants par la commission, alors, effectivement, elle ouvrira une procédure d'infraction qui pourra aboutir à une condamnation de la France. Malheureusement, le problème du procès de la Commission européenne, c'est qu'ils sont beaucoup trop lents. Ce sont des procès politiques, ce qui n'est pas une critique en tant que telle, puisque la commission est un organe politique, comme chacun le sait, mais c'est l'avantage, le but de la commission qui est poursuivi, c'est que l'État se conforme avant qu'il soit condamné. Maintenant, la différence avec cette décision du Conseil d'État, c'est que si jamais les plans sont toujours insatisfaisants, nous pourrons revenir devant la justice pour montrer que l'injonction n'a pas été respectée. Et vous le ferez donc, j'imagine. Louis Cofflard, avocat des Amis de la Terre, en direct avec nous sur France Info. Merci.